laisser, comme tout à l'heure, même si on connaît peut-être un peu mieux vos sociétés, mais d'abord prendre peut-être une minute chacun pour vous présenter. On va faire comme ça. Super. Claire Kelmegen, je suis responsable de l'innovation pour le groupe Société Générale. Fred Burtz, je travaille au groupe BPCE, je m'occupe de data et de digital. Véronique Neyman, je suis la Chief Operating Officer de ING en France. Et Sébastien Musset, je suis directeur général adjoint du groupe Arkea, en charge plus spécifiquement du pôle retail. Donc les réseaux de caisses locales, ça c'est la vague 1 de la banque en ligne, Fortuneo, la vague 2, la vague 3 qu'on est en train de construire avec Max, une néobanque que vous connaissez pour la plupart, et la vague 4, on en parlera sûrement, la banque dans l'usage. Bon, je vais te dénoncer, Frédéric, c'est avec toi qu'on a trouvé le titre. Bon, d'accord, il était quelle heure, 23h donc en fait, on se posait la question souvent quand on discute de ce sujet-là, donc Frédéric est entre autres au bord de l'Axel, quand on discute du sujet data, on a toujours l'impression qu'on met en avant effectivement les startups qui font plein de choses, d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, mais tu me disais un jour, attends, et nous aussi on bosse quand même, on fait plein de trucs. Et donc ça serait peut-être bien de partager, de voir un peu ce que vous faites, là où sont vos freins, là où il y a quand même des vraies tractions, là où peut-être on pourra rediscuter ce que tu as dit tout à l'heure avec votre vision à vous de vos contraintes ou des choix. Donc peut-être on va commencer un peu par toi. J'avais peut-être une question de psychanalyse, Frédéric. Alors, docteur, ça fait mal de parler de data dans la banque? Ouais, c'est... en fait, il y en a beaucoup. Et puis, tous ceux qui bossent dans cette industrie, ils savent, il y a des tonnes de statisticiens, de quant, comme on disait tout à l'heure, etc. Donc, en fait, il y a plein de gens qui utilisent la donnée. Donc, voilà, il y a énormément de données dans les banques. Maintenant, c'est vrai qu'avec les dernières tendances, elle est énormément utilisée pour les sujets de finances et de risques, et elle n'est pas nécessairement utilisée pour développer du business ou pour apporter des services supplémentaires aux clients, même si tu disais tout à l'heure tout ce que tu fais grâce à la data. Donc il y a des usages nouveaux à développer dans la banque sur les données qui ne l'ont pas été jusqu'à présent, au-delà des sujets régaliens que sont la finance, les risques et la lutte contre la fraude. Tu m'as dit j'ai bossé 1 an sur un data lake, c'est pas juste pour la fraude, quoi. T'as fait autre chose avec ou... Non, heureusement, j'ai pas bossé que pour la fraude, mais je peux te dire que les gens qui s'occupent de la fraude, ils sont très contents. Ce qui se passe dans des groupes mutualistes comme le nôtre, c'est qu'on a plus d'une quarantaine d'entreprises. Et dès qu'on veut faire des calculs sur l'ensemble des données de la maison, c'est super compliqué parce que pour regrouper les données, etc., ça prend des plombes. Donc la manière dont on gère ça, c'est qu'on essaye de créer un data lake dans lequel on met toutes les données de la boîte, et ce qui fait que quand on veut analyser les données, on a tout accès et ça va vachement plus vite. Là, par exemple, on avait un cas à faire sur un sujet de fraude. Et c'est quelque chose qui aurait pris 9 mois pour regrouper toutes les données, etc. Là, en 1 mois, on était en mesure de rassembler les données nécessaires, de mettre à disposition des comptes un espace de data science pour qu'ils bossent. Et c'est des choses qu'on n'arriverait pas à faire. Donc, tu vois, c'est ce genre d'usage. On est encore sur la fraude. Ouais, alors bon, il s'avère, non mais je le dis parce que c'est un bon exemple, mais on travaille sur plein d'autres sujets. Et quand on construit ce data lake, effectivement, maintenant avec RGPD et toutes les autres joyeusetés dont on a parlé avant, c'est des projets qui prennent longtemps à construire parce que les données qui sont dedans, vous imaginez, on a toutes les données de la banque à un endroit, donc c'est un peu le stage qu'il faut aller voler quand on est un hacker. Donc il y a effectivement mais vachement de sécurité, et puis pour les data scientists c'est l'enfer parce qu'ils sont obligés d'aller sur des services de rebond, des trucs comme ça, enfin plein de joyeuseté d'IT. Mais ça apporte des services, et voilà, on apprend au fur et à mesure, puis on apprend à s'en servir. Donc on vit en même temps une période super excitante, quoi. Tu viens de citer qu'il n'y a pas que, là tout à l'heure tu disais il n'y a pas que pour la fraude. Il y a quoi les autres cas d'usage sur lesquels vous allez utiliser ce data lake, ou vous êtes déjà en train d'utiliser ce data lake pour aller plus loin pour vos clients, pas que juste pour les fraudeurs, les grands usages, c'est tout ce qui a trait au marketing. Donc, quand on est un marketeur et qu'on construit des datasets à l'ancienne, on est super content quand on a accès à toutes les données. Donc, ça, il y a un grand pan autour du marketing. Donc, effectivement, être capable d'identifier des appétences, de mieux cibler les campagnes. Ce genre de choses, donc ça c'est dans le respect de RGPD, j'entends bien. Donc ça c'est des choses qui sont très utiles.
Ensuite, je pense que les banques, elles ont un peu une vision très, acquisition du monde, hein, et ne pensent pas trop au churn. Donc, il y a tout un travail à faire autour du churn. Et dans la banque, c'est hyper dur de repérer le churn parce qu'on ne sait pas bien quand je bossais dans les télécoms, quand la personne, elle Chez arrêtait. BPCE. Hein. Ouais, non, on avait dit qu'on était sympa. Frédéric et moi, on se Non. connaît bien depuis longtemps. Non, donc, j'ai dit que j'étais bienveillant, j'ai pas dit qu'elle était bienveillante. Attends. Pour une fois qu'on- T'avais dit, tu sais, c'est le truc de Rambo, là. C'est pas moi qui ai versé le premier sang. pour une fois qu'on n'avait pas une fille pour nous dire qu'on était nuls. Et non, mais dans les télécoms, c'était super évident de repérer quand un client est churné, puisqu'il prenait une SIM chez un autre opérateur. Dans la banque, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est des sujets, je trouve, qui viens d'autres industries, me semblent, m'interpellent. Donc, on a beaucoup de sujets autour des clients. Puis après, moi, je pense qu'il y a aussi des sujets où on peut optimiser nos propositions commerciales, etc. Donc, c'est ce genre de choses qu'on fait. Ou des trucs à la con, par exemple, c'est comment est-ce qu'on s'assure que les commentaires qui sont saisis sont de bonne qualité et respectueux des clients. Tu veux dire à part enlever la case commentaire. Ouais, voilà, parce qu'on en a toujours besoin. D'accord. Mais toujours sur ma question psychanalytique, il y a quelques années, je me rappelle avoir eu ce débat avec quelqu'un de la CPR et qui nous disait non mais on n'a pas interdit tout ça aux banques, il y a des fois ils se l'interdisent eux-mêmes. Alors, je ne vais pas revenir sur quel sujet c'était, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore ce sujet culturel ou pas vraiment, c'est juste vraiment la réglementation qui est complexe, ou des fois, parce que vous êtes une banque, parce qu'il y a une culture très très forte de la confiance et de la protection de la data du consommateur, il y a des choses que vous vous interdisez, même qui sont plus longs pour faire passer à toi qui viens d'autres industries, comme tu le dis, et où tu dis que tu vois des freins qui sont finalement pas réels, qui sont plus culturels. Ouais, bah, je veux pas dober sur mes collègues, mais c'est vrai que... Ils sont pas là, voilà. Coupe la non, mais caméra. c'est vrai qu'il y a... Je sais pas, c'est pas tous, mais des fois il y a un peu cette culture gardien de but, quoi. C'est-à-dire que le gardien de but, bon, alors moi je préfère le rugby. Je suis obligé de parler de foot, ça m'emmerde un peu, mais non, mais parce qu'au rugby tout le monde attaque, tout le monde défend. Voilà, ça c'est le bon truc, je pense, c'est la bonne approche. Mais c'est vrai qu'il y a parfois cette culture gardien de but qui est je vais pas toujours chercher comment est-ce que on va interpréter correctement le texte pour pouvoir faire des choses. Et donc voilà, mais par exemple, on arrive à trouver des gens dans les équipes, notamment autour des sujets, par exemple de sécu informatique ou de lutte contre la fraude, ou si on se pose les bonnes questions, etc., on arrive à faire des progrès. Mais comme on disait tout à l'heure, moi je pense que moi j'ai pas fait les règles, etc. Je peux me plaindre qu'il pleut et c'est chiant, et voilà, mais je prends un parapluie et c'est tout. Donc RGPD, moi je vis avec et je m'en accommode. Mais c'est sûr que bon, je préfère dire que je sors avec un parapluie que je sors pas du tout, quoi. Voilà. Donc Claire, les problèmes qu'il a, c'est que lui, alors donc tout Soggen, c'est pas pareil. Non, on en partage, mais nous, on aime parler de rugby, on aime parler de data lake. Bon, on a des petits problèmes communs. Mais peut-être pour parler un petit peu de la perspective et ensuite revenir sur ce qu'on partage, la première chose, c'est, je pense, un problème de croyance que la banque a eu, qu'elle était très riche en données. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, nos data lakes, ils sont quand même bien remplis que les data lakes des GAFA. Et quelque part, quand est-ce qu'on se réveillera? C'est des petits lakes. Alors, ils sont gros dans les petits lakes, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus que peut-être la téléphonie ou d'autres. Et surtout, comme on fait de l'IT depuis plusieurs années et que c'est au cœur de notre métier, on a plus progressé là-dessus. Mais par rapport au GAFA, on en a quand même beaucoup moins. Et ça, c'est important à comprendre quand on parle de l'exploitation des données et de l'effort qu'il va falloir développer dans les prochaines années. Et pourquoi c'est critique? On le sait bien, l'industrie bancaire aujourd'hui est un peu à la somme des vents contraires. La question de quelles sont les opportunités, aussi bien pour générer de l'efficience que pour générer des relais de croissance, elle se trouve là. Elle se trouve dans la data, elle se trouve dans l'IA, elle ne se trouve pas autre part. Et c'est ce qu'on voit des besoins de clients. Donc déjà, c'est important de juste reprendre ça en cause. Si on regarde chez Société Générale aujourd'hui, nous, on était relativement leader sur l'usage de l'IA, puisqu'on était la première banque française à utiliser des chatbots,
qu'on a mis à disposition de nos clients. On fait du web callback dans le marketing. On les utilise dans un domaine de l'efficacité où on sait faire la prédictabilité du découvert. On a été les premiers à construire un système de fraude, de prévention qui a été largement satisfaisant quand nos clients ont utilisé beaucoup plus de digital au cours des dernières années. Et si je regarde dans nos pays limitrophes en Russie, on a également une stratégie de monétisation de la donnée. Et puis aujourd'hui, on a des cas croisés dans lesquels on essaie de regarder les données agrégées. Un cas d'usage qui était sorti de l'Internet Startup Call, c'était est-ce que je peux faire de la donnée agrégée des pays de l'Est et la revendre à des hedge funds aux États-Unis. Donc pour les banques européennes, tu vois, on est quand même plutôt pas mal. Aujourd'hui, on a 80 cas d'usage en production sur ces 3 grands domaines, marketing, plutôt une bonne analyse du churn, même si... en production, vraiment, en usage massif en usage massif. On en a 200 qui sont en production, en POC à travers la banque. On a 80 qui sont en production et même ce qu'on regarde maintenant, c'est en fait la réutilisation de ces cas d'usage à travers nos banques de détail, nos banques d'investissement, nos banques corporate. Donc comment en fait on va plus loin pour maximiser ces assets. En back ou c'est des cas d'usage qui touchent le client final que je suis à la SocGen Les 3. Donc tu en as en marketing, en back et sur la fraude et les management des risques, qui est un des gros pools. Aujourd'hui, on a à peu près 350 data scientists dans le métier. Une grosse partie qui est effectivement sur toute la partie risk management. Et celle qu'on est en train de démarrer... Donc toujours plutôt sur le défensif. Voilà, c'est mon point. Celle qu'on est en train de démarrer, c'est les nouveaux business models. Donc dans mon équipe, on a créé cette année les iFoundry, qui a pour objectif de regarder les domaines plus prospectifs. Mais avant ça, ce qui était important, et ça rejoint tes points, Fred, sur quels sont les challenges, pour nous il y avait un challenge qui était qu'on avait déployé tous ces cas d'usage, mais finalement, pas été tellement bon sur l'analyse de la valeur. Donc en fait, comment ces 80 cas d'usage génèrent vraiment de l'efficience ou du business. Donc en fait, on avait des bonnes idées dans des logiques d'innovation. On a enclenché la machine. Pour nous, l'industrialisation de ce truc-là, c'est justement comment tu identifies tes 15 qui font 3 millions de PNB 3 milliards de PNB potentiels à travers la banque. C'est quoi vraiment le potentiel à l'échelle d'une organisation qui fait 150 000 personnes dans 61 pays. Donc tu es quand même sur un truc super massif, quoi. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu de ce qu'on a fait. Cette année, on a également formé tout le top 60 sur l'IA, la data, à travers des cours en ligne, ceux du MIT, ceux de Andrew Ng sur Coursera et ceux de CFTI, qui est le Centre pour Finance. Et on a fait des coachings en one-to-one pour leur apprendre qu'est-ce que c'est, modèle supervisé, non supervisé, comment ça marche, etc. Je t'avoue, quand je me suis lancée dans le truc... Il y a un vrai sujet de culture du top management. Pour l'intégrer au cœur de leur stratégie business. Parce que nous, l'optique, c'est que ça a été un sujet qui a été très pris en main par l'IT. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est comment tu le mets au cœur de la strat business, quoi. C'est pas un truc sur le side. Donc, on est repassé par le haut. Et en même temps, on a ouvert le training pour tout le monde en disant tu peux te former au métier de data scientist si tu le souhaites. Donc, on arrive à la fin de ce cycle. Et encore une fois, là, quand je me suis lancée dans le truc, tu vois, je me tendais un peu à me prendre des cailloux en mode elle va nous former. Tu vois, elle est sympa, la petite qui est arrivée il y a 1 an, là, tu vois, mais la formation, c'est pas mon truc. Et en fait, on a vraiment eu un super take-up et c'est quelque chose que je vous encourage à essayer de promouvoir dans vos entités. Après, sur le détail, là où on bloque aujourd'hui, c'est les points de Fred, c'est-à-dire que un énorme problème sur la data quality, c'est que les cas d'usage, c'est sympa, mais si ta data, elle n'est pas là, no data, no AI, c'est ce qu'on dit. Donc ça, c'est, je pense, le problème numéro 1 des banques dans les 5-10 prochaines années à venir. Et franchement, il n'y a pas de silver bullet. Donc nettoyer de la donnée, la classifier, franchement, ça prend un temps faramineux. Le deuxième problème, c'est l'accessibilité de la donnée, et c'est le point de Fred, c'est qu'on est sur des problèmes culturels, d'expertise, où les gens veulent pas lâcher. Donc, tu vois, tous les combats sont bons pour s'y mettre tous les matins, et tu le sais, j'ai de l'énergie, donc on se lève tôt le matin et on y va. Et puis sur la partie IT, nous, on a peut-être... Mais est-ce que le plan de formation que tu as mis en place a aidé sur ces sujets culturels de frein, entre guillemets ? Alors, le programme touche pas ça. Le programme vraiment un programme d'expertise. Donc, il n'a pas pour objectif de former, parce que, au niveau des dirigeants, si tu veux, je pense que tu vois, à partir du moment où tu intègres l'IA dans ta strat, t'avais pas de frein. C'est pas là que tu avais les freins. Non, c'était pas là. Eux, c'était plus vraiment de quoi on parle. Enfin, tu vois, c'est un peu la question magique quand tu fais du digital. Mais concrètement, Claire,
C'est quoi la gamme? C'est quoi le truc dont on parle? Et tu vois, c'était plus l'idée, voilà, c'est quoi un modèle supervisé, c'est quoi non supervisé, c'est quoi du machine learning, tu vois, dans l'outil, avec le data scientist, créer ce moment. En fait, très sincèrement, hein, tu vois, mon job, comme souvent, c'est évidemment pas de faire l'algo ni rien, c'était de mettre en face du data scientist qui fait le job tous les jours, qui a les bonnes idées, qui est là, de son patron, de son CEO de business, pour lui dire, bon, est-ce qu'on peut se parler pendant 10 minutes par rapport à ça? Et puis, juste pour finir rapidement, parce que je pense que ça sera intéressant d'écouter ING Arkea, je pense un énorme problème. Enfin, nous, on n'avait pas la même challenge sur les data lakes, en fait, on a déjà bien amorcé cette journée avec déjà plus de 60% de nos applications dans le cloud, avec des directives de cloud public. Donc on a plus des problèmes de convergence de nos data lakes et comment tu prépares l'infrastructure pour demain. Je pense que ce qu'on peut juste observer et réfléchir, c'est que j'étais récemment à New York et j'étais voir des banques américaines et en fait elles ont quand même embrassé le cloud public beaucoup plus rapidement, avec moins de régulation sur les modules d'IA utilisés ou pas, et du coup tu peux voir que des Goldman, des JP Morgan, ils ont quand même beaucoup plus avancé sur ces sujets en termes d'infrastructure parce qu'ils sont pas liés à la régulation. Alors, qui sera le futur? Sébastien, je terminerai avec toi, Véronique. Sébastien, donc vous avez une première réaction aux mêmes questions? On continue la psychanalyse. C'est ça. Non, pour reprendre ce que disait Claire, je pense que le point clé, en fait, c'est d'abord une question de modèle général de la banque. C'est-à-dire, si on revient quelques années en arrière, on se dit quand même qu'on a un modèle bancaire qui est basé sur quoi? Qui est basé sur le client est captif de ma banque. Je me mets quelques années volontairement en arrière. Le client est captif et mon modèle, c'est d'exposer mon bilan et mes fonds propres, que ce soit via de l'épargne ou via du crédit, pour me faire ma rémunération. Et de ce modèle-là, quand je regarde chez Arkea et chez tous les petits copains, on a un certain nombre de dirigeants, de managers ou d'opérationnels de terrain qui ont été formatés sur ce modèle, dont l'objectif, du coup, devient d'ailleurs bien souvent dans les objectifs commerciaux, des objectifs de volume. On est très attaché, je reviens à ce que disait Frédéric tout à l'heure, parfaitement en face sur de la conquête brute de clients. Donc on est tous à fond. D'ailleurs, le crédit immobilier, on est un bon vecteur aujourd'hui pour aller conquérir des nouveaux clients chaque année et puis en perdre tout autant en se les piquant les uns les autres. Donc on est vraiment dans la logique. C'est ça. On était dans la logique, le client est captif finalement, et puis de toute façon, s'il a un besoin, il viendra me voir moi, banquier, il viendra voir personne d'autre. Et puis mon modèle, c'est simple, c'est d'exposer mes fonds propres, je fais de la marge financière. Et puis à côté de ça, compte tenu évidemment de nos processus, de la réglementation, on a des entrepôts de data qui sont remplis de façon un peu, pas forcément de façon très structurée, pour dire les choses poliment, c'est-à-dire au gré d'un certain nombre de systèmes différents qui se sont empilés au cours des décennies passées. Et donc on se retrouve avec de la matière dont, en fait, dans le modèle, on se dit on n'en a pas vraiment besoin puisqu'on continue à gagner notre vie. Et là, on va revenir effectivement sur un vrai problème culturel, à mon sens. Les équipes se disant finalement, on continue le même modèle, ça marche bien, je fais de la production de crédit. J'ai encore des équipes hier qui me disaient j'ai encore dépassé mes objectifs de crédit. Formidable. Moi, aujourd'hui, quand je vends un crédit immobilier à l'un d'entre vous, je perds de l'argent. Donc, c'est pas parce que je fais du volume que finalement je suis rentable ou que je gagne de quoi, un, me constituer des réserves, deux, investir, et trois, continuer à me développer. Et puis la data, quelque part, on regardait ce truc-là en disant ouais, on a sûrement plein de choses. Et je rejoins ce que vous avez dit tous les deux. Je pense qu'on est, je crois que c'est Claire qui le disait, on est probablement plus armé que les GAFA. On parle beaucoup des GAFA sur l'utilisation de la data, mais ce qu'on a aujourd'hui en base est extrêmement large. Le truc, c'est que on part d'un modèle dans lequel on se dit finalement ce truc-là, c'est à part, on verra un jour si on doit s'en servir, quoi. Arrive l'étape 2 sur lequel il y a quand même un certain nombre, pour parler un peu à l'anglaise aussi, de pain points, notamment sur la partie réglementation, où là on se dit tiens, la data elle peut peut-être nous servir à quelque chose. On commence à ouvrir des canaux digitaux, on se retrouve avec des profils finalement de consommateurs qui ouvrent des comptes sur de la banque en ligne et dont on voit que grâce à de la donnée, alors on va dire un gros mot, de l'intelligence artificielle, grâce à un peu de machine learning, on va dire, pour être plus pragmatique pour le moment, on arrive déjà à identifier des comportements de fraudeurs au moment même où, dans la manière dont ils ouvrent leur compte en banque. Donc on se dit finalement, ce gros entrepôt de data qui est là, il ne me sert pas encore forcément à dégager du PNB. Et je pense que quand on dit la banque s'éveillera et qu'on pose cette question-là, c'est probablement parce qu'on n'a pas encore un impact direct sur la génération de PNB et le lien direct avec le consommateur final. Mais on commence à structurer nos data à travers notamment des data lakes pour surpasser un peu ces couches de systèmes informatiques qu'on a dans tous les sens et commencer à pouvoir se dire on va utiliser la data et on l'utilise sur les premières étapes. C'était intéressant de voir le panel précédent. On a plus parlé de réglementation finalement dans la thématique générale que de clients. Je crois que le mot client a dû revenir 2 ou 3 fois. Nous, on en a encore assez peu parlé pour le moment. On est vraiment sur l'obligation d'utiliser la data pour résoudre des sujets assez chiants, du type scoring fraude, scoring crédit. Ça, on commence déjà à avoir une étape vers le client. Mais on commence déjà à utiliser cette data-là, quoi.
Donc pour moi, c'est d'abord une transformation du modèle, et là on touche un sujet culturel, c'est faire comprendre à des dirigeants aujourd'hui dans la banque que le modèle tel qu'il est aujourd'hui, et on n'est plus dans les taux les taux longs à moins 0,40 ou moins 0,50 qu'on a connus au mois d'août, mais enfin on continue aujourd'hui à faire des business plans à 3, 4, 5 ans avec des taux centrés autour de, on va dire, des taux légèrement négatifs ou nuls. Là, je rejoins vraiment ce que disait Claire. Notre seule manière de dégager du PNB pour demain et de créer de la valeur supplémentaire, c'est d'utiliser la data, cette fois-ci orientée client. Et comment tu passes d'une situation où, enfin, comme tu l'as dit, tout le monde parle beaucoup de la data sur la gestion de la fraude, gestion du risque, vous êtes très sur le défensif, c'est très bien, ça évite de vider la baignoire, mais comment on passe à quelque chose où ça génère du PNB et puis aussi ça génère de la valeur en premier lieu pour moi en tant que client final, pour nous tous en tant qu'utilisateurs, parce que si tu veux du PNB, il faut déjà que j'y vois une utilisation et une valeur ajoutée pour moi client. Où aujourd'hui je suis très content d'aller effectivement parfois sur plein d'autres acteurs qui sont d'ailleurs très sympathiques, qui se branchent chez vous avec de la data que vous leur fournissez, mais où ils arrivent à donner parfois plus d'usage, plus de valeur ajoutée, différemment en tout cas. Ouais, alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, ce qu'on se dit, c'est le modèle. Le modèle, maintenant, tout le monde a conscience qu'il doit changer. Et quelque part, la réglementation, l'ouverture des SP2 et autres enjeux d'ouverture combinés à nos taux négatifs font que notre modèle il est durablement mis en question. Donc, ça nous oblige à bouger aujourd'hui dans les côté banque traditionnelle, on va dire, et à se dire, ce magot-là, on dit souvent le pétrole, l'or noir, etc., ce sujet-là, je peux en faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on commence en tout cas nous côté Arkea, on a maintenant un data lake qui est très structuré, qui est très bien utilisé sur des sujets de fraude, de scoring crédit, bon, très bien, les premières étapes. Aujourd'hui, ce qu'on essaye d'en faire, c'est de commencer à faire du prédictif sur du comportement client, avec d'abord un premier enjeu qui est d'aider nos conseillers en caisse locale. Aujourd'hui, on sait qu'on a souvent prédit la fin de la banque physique, la fin du réseau conseiller. Je regardais avec délectation une étude de Deloitte la semaine dernière qui réaffirme encore une fois que le client français a besoin de cette relation humaine, au moins pour des parcours de vie un peu plus complexes. Sauf qu'aujourd'hui, nos conseillers, alors là je parle d'Arkea, mais on n'est peut-être pas forcément ni meilleur ni moins bon que les autres, utilisent à peine un tiers de leur temps dans la relation commerciale. Donc là-dessus, pour pouvoir utiliser notre force, il y a deux choses. Utiliser la data pour les soulager de toutes les tâches réglementaires administratives. Et le deuxième axe qui est hyper important pour nous, c'est de les focaliser dans leur démarche commerciale avec une connaissance client beaucoup plus fine. On est quand même la dernière industrie aujourd'hui, à mon sens, dans le B2C, qui est capable d'aller complètement à l'aveugle en disant février, c'est le mois du crédit conso, mars, c'est le mois du crédit habitat. Je te confirme. Tous les mois, tu reçois ton appel. Et il n'y a rien de plus dans ce qu'on va appeler l'économie de l'attention. Il n'y a quand même rien de plus chiant. Je regardais ce matin là, en écoutant le premier panel, j'avais reçu 5 démarchages. Alors, un qui me proposait de refaire mon poêle à bois, ça tombe bien, j'en ai pas. 2, de refaire un toit qui a été refait il y a 2 ans. Donc, ce qui est chiant, c'est pas tellement le nombre de mails qu'on reçoit et le nombre de sollicitations, c'est le fait de se dire ces sollicitations, elles sont complètement à côté de la plaque. Ce qui est d'autant plus ennuyeux quand c'est avec ton banquier, parce que tu me parles de relations personnalisées avec une agence. Quand ton banquier que tu connais depuis 10 ans, qui a tes bilans, tes trucs, te propose un crédit que tu n'as jamais pris en 20 ans, c'est un peu fatigant. Oui, parce qu'on est toujours dans ce modèle à l'ancienne, captif, où finalement on pousse, comme je dis, on fait tous la même chose. Février, le mois du blanc, juin, le mois du gris, etc. Essayer d'aider nos conseillers aujourd'hui, c'est l'étape suivante, après la réglementation qu'on essaye d'adresser avec la data, c'est de se dire comment on rend finalement notre conseiller un peu plus augmenté avec du profiling. Aujourd'hui, nous, on commence depuis 1 an à faire des tests assez larges, notamment là, on l'a fait dans le sud-ouest. C'est hyper intéressant de voir à quel point on peut focaliser les besoins clients grâce à ce profiling, avec des sujets liés à l'ensemble de la richesse du data lake qu'on a mis en place, et qui permettent d'avoir une efficience, dans la satisfaction client, parce que le retour client, il dit ah là vous avez visé justement, on est en train de réfléchir à un parcours immobilier. Pour une fois, vous banquier, vous avez été proactif sur le bon sujet. Donc on a déjà un retour client qui est positif. Et 2, dans les campagnes commerciales, le fait de cibler beaucoup plus grâce à l'aide de la data qui s'enrichit de l'expérience, puisque tout ça est un cercle vertueux à la fin, nous permet d'être beaucoup plus efficace dans la manière dont on va non pas placer des produits, mais répondre à un besoin client du moment, pas celui qu'on essaie de lui suggérer, parce que février, on a décidé que c'était le mois du crédit conso, quoi. Donc on commence à avancer là-dessus. Donc je dirais par rapport à la question... Est-ce que pour faire ça, tu as aujourd'hui, d'une part, les bonnes données, parce qu'on parlait des big tech tout à l'heure, mais donc c'est vrai que c'est sympa les données des banques, mais tu disais que c'est un petit lac quand même. C'est-à-dire que Amazon ou d'autres grandes marques retailers ou Google, ils savent ce que j'achète. Toi, tu sais juste que j'ai dépensé 100 balles. Donc est-ce que tu as les bonnes données pour déjà aller dans ce sens-là? Je caricature à dessein. Et la deuxième chose, est-ce que vous avez la bonne culture et les bons analystes pour l'utiliser aujourd'hui, où il faut encore travailler sur ce sujet? Je pense que ça, on a parlé de culture, je pense qu'il y a un point aussi qui est clé qu'on peut citer, c'est le côté, on a des équipes de data scientists, de quant, etc., qui s'amusent beaucoup avec tout ça, mais qui évidemment en veulent toujours plus. Je ne pose pas de critique, ils sont passionnés par leur job, dans leur filière. Et donc là, période budgétaire pour tout le monde, on arrive au mois de novembre, décembre. Donc là, rebelote, tant de budget en plus, tant de jours hommes, tant de développement informatique, etc. Et moi, parce que la donnée n'est jamais suffisante, elle n'est jamais suffisamment qualifiée, etc. Ce que je leur dis, c'est
Moi, en 2020, là, je vais mettre le holà sur les budgets, parce que ce dont j'ai besoin, c'est que maintenant, vous arriviez à convertir tout ce qu'on a déjà dans des cas d'usage client précis qui dégagent de la valeur. Ok, on a fait des choses très bien sur le scoring anti-fraude. Ok, très bien, on accélère les processus de crédit en termes de délai de déblocage de crédit, formidable. Mais ce que disait Claire à juste titre tout à l'heure, c'est comment est-ce que maintenant ça me permet vraiment, et ça démontre aux dirigeants qui voient bien que le modèle bancaire traditionnel est à bout de souffle, que ce sujet-là, par toutes les analyses, tous les investissements qu'on a fait, va leur permettre de développer du PNB nouveau. Pas des maths pour des maths, mais des maths pour rentrer d'argent. Exactement. Et là, une fois qu'on aura démontré ça, rendez-vous fin 2020 ou 2021 pour remettre du fuel dans nos investissements en matière de data. Peut-être qu'on est un peu moins riche que les GAFA en termes de largeur de données. Ensuite, avec les agrégateurs, moi je vois, on a fait l'acquisition, on a fait le closing la semaine dernière de Budget Insight. Quand je vois ce qu'on arrive à récupérer grâce à de l'agrégation, déjà faisons quelque chose de ça de façon pertinente vis-à-vis d'un client. Surpassons aussi les problématiques culturelles. Alors on est, comme Frédéric, on est dans un monde mutualiste. Je regardais encore un joli article de quelques détracteurs qui a été posté ce matin sur le thème. Vous voyez bien ce qu'ils veulent faire, les dirigeants de la banque. Ils veulent déformer le conseil qu'on donne aux sociétaires, le côté noble de la banque. Ils veulent utiliser les datas pour en faire l'Amazon de la banque, la marchandisation de la donnée, etc. Avant d'en arriver, la première étape, c'est juste, grâce à la donnée, d'être plus pertinent dans la relation avec le client et, comme tu le disais, de ne pas pousser un truc dont tu n'as pas du tout besoin parce que d'ailleurs, tu as fait un crédit immobilier un an avant et qu'on vient de te proposer un nouveau crédit immobilier, quoi. Donc c'est d'abord être plus pertinent avant d'aller dans d'autres démarches. Notre néobanque Max qu'on a mis en œuvre là il y a 18 mois, qui a franchi son 100 millième client la semaine dernière, a exactement ce modèle-là. Agrégation de données de paiement, connaissance fine des achats que tu as pu faire et des dépenses que tu peux faire pour derrière te faire de la recommandation pertinente et que cette recommandation, on puisse se rémunérer sur la base de commission. Donc là, on passe l'étape d'après qui n'est pas celle être plus à l'écoute ou plus sur le besoin du client. On est plus en mode push en ayant une vision assez claire des dépenses et du profil client au quotidien, revenus, dépenses, et lui pousser de la recommandation et de se rémunérer là-dessus. Tu viens de citer deux startups dans lesquelles tu investis et elles sont une myriade chez Arkea. Est-ce que sur ce sujet de data, il y a de la perméabilité? Est-ce que ça vous a aidé dans les dernières années d'avoir investi dans ces différentes startups qui chacune ont leur stratégie, leur développement, pour imprégner et développer peut-être différemment certaines stratégies ou aller plus vite, ou il y a encore ces murs quand même entre les startups de cette galaxie et la banque de retail dont tu t'occupes? C'est Nicolas, je crois, dans le panel précédent, qui donnait un challenge en disant je vous mets au défi en 3 mois de Je crois qu'il avait dit un mois, non, il a dit 3, je crois. C'est vrai. Ah, 3, il a dit 3. 3. Gentil avec lui. Déjà, 1, j'aurais pas joué, mais 3, je ne joue pas non plus. C'est clair que dans la manière dont, en termes d'ADN, Arkea s'est structuré et dont on pousse les sujets avec Ronan Lemoyle, on a clairement, grâce au FinTech, un apport et culturel, ça c'est hyper important. Pour réussir cette transformation, il faut faire comprendre l'intérêt, et les FinTech nous apportent beaucoup. Et 2, en termes de rapidité d'exécution, quoi. Donc la première étape, si on recentre sur le sujet de data, c'était de structurer toute cette donnée qui est éparse dans tout un tas de systèmes différents, tous plus agiles, fluides et légers les uns que les autres. Mais en réussissant du coup à structurer cette donnée maintenant et à en faire, je dirais, au-delà de la constitution de la donnée, le niveau 2, l'architecture, là on commence du coup à pouvoir être en relation avec des FinTech qui vont nous apporter... on a aujourd'hui une relation avec Inbonis, par exemple, sur toute la partie scoring crédit. C'est hyper intéressant dans ce qu'ils nous apportent. Nous, on a la donnée, évidemment, sans l'algorithme et sans la supervision intelligente de cette donnée-là, elle est muette. Dans le sens inverse, eux ont les algos et ont quelque chose qu'ils ont structuré qui est hyper intéressant, mais sans la donnée, le truc galope pas vite, quoi. Donc je pense que dans cette stratégie d'ouverture, d'apéisation et finalement d'architecture ouverte, on a vraiment tout à gagner dans ce partenariat avec des fintechs qui, elles, en adressant un segment bien précis, peuvent nous apporter, je dirais, à la fois de la rapidité d'exécution et en même temps une forme d'ouverture d'esprit que, à nouveau, lié à ce modèle bancaire qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années, on a un vrai besoin de transformation culturelle, quoi. Véronique, merci d'avoir été patiente. Première question, déjà réagir un peu à ce qui a pu être dit sur la même question un peu psychanalytique, mais plus largement, quelle est globalement la stratégie d'ING en matière d'usage des données clients pour créer des services à valeur ajoutée? Je sais que c'est un des sujets sur lesquels vous vous exprimez beaucoup à différents endroits, donc n'hésite pas. Alors, merci Laurent de m'avoir invité. Donc, Laurent et moi, on s'est rencontrés à Financiel lors de la signature de la charte pour supporter les femmes dans la finance, donc sujet qui est également cher à mon cœur. Donc d'abord, non docteur, la data, ça ne fait pas mal. Au contraire, je pense que les banques et la data, c'est plutôt une histoire d'amour qu'une histoire de haine. Ça dépend comment on la pratique. Donc déjà, moi, je suis une grande convaincue de la data qui soit associée à l'éthique.
Donc d'abord, on parle beaucoup de valeur et de comment la data va délivrer de la valeur. Et là, en général, on a en tête la monétisation de modèles pour faire du business. Moi, la première chose que j'ai en tête dans comment la data apporte de la valeur aux banques, c'est la façon dont on va la structurer et l'exploiter. Alors je rappelle que la data, c'est un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. En fait, la data, c'est pas du tout neuf. On fait de la data depuis la nuit des temps. On a tous des data et certainement les banques ont des data. Et ce qui a changé, c'est l'écosystème. Ce sont les technologies qui ont changé, ce sont les comportements des consommateurs et ce sont les nouveaux acteurs qui sont arrivés. Et donc, du coup, on doit utiliser la data d'une façon différente. Alors, les banques étant soumises à des tas d'obligations, notamment de reporting, les reportings financiers, des reportings de solvabilité, des reportings par rapport à la liquidité, etc. Il faut savoir que produire ces reportings, c'est très complexe, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de mains, de cerveau, de systèmes, etc. Donc pour moi, la première valeur ajoutée de la data, c'est de mettre de l'ordre dans ces obligations de reporting, de structurer sa data dans des lakes et de façon organisée, de cleaner sa data et après de pouvoir montrer aux régulateurs une traçabilité pour ne pas devoir après se voir retoquer les reportings réglementaires. Donc, par exemple, pour parler un peu de technique de banque, si vous mettez de l'ordre dans votre data au niveau de la qualité des crédits, vous avez à la fin, vous libérez des risk-weighted assets et donc vous avez plus de working capital pour pouvoir faire des deals avec vos clients. On parle de millions. Alors pour moi, la première valorisation de la data, avant de parler de marketing et de valeur client, pour la banque, c'est celle-là. C'est la façon dont on va vraiment l'utiliser proprement et être traçable et auditable vis-à-vis des régulateurs et des obligations. On n'en a pas beaucoup parlé, donc c'est pour ça que je me permets de rappeler ces cas concrets qui apportent vraiment de la valeur aux banques quand elles pratiquent convenablement leur data. La deuxième chose, c'est que à part effectivement tous les algorithmes dont on a parlé, dont toutes les banques sont maintenant familières, qui vont être du côté protectif, c'est-à-dire apporter de l'intelligence artificielle côté fraude, côté risque de crédit, côté MiFID, etc. Vous avez évidemment le côté marketing, qui est l'autre façon d'apporter de la valeur. Et là, effectivement, c'est où mettons le curseur. Si on n'utilise effectivement pas ces algorithmes d'une façon éthique, et on l'a cité là tout à l'heure, on a des biais qui sont induits dans les algorithmes, et donc je pense qu'il n'est pas anormal de vouloir réguler cela pour éviter les dérives. Donc si on part du principe que tout le monde est éthique et va utiliser les algorithmes de façon convenable et appropriée par rapport à l'intérêt du client, évidemment, il n'y a pas de sujet. Sauf que malheureusement, le business, en général, essaie de faire du chiffre et que parfois, on pourrait ou avoir des biais qui sont induits de façon inconsciente, ou on se dit, oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de faire du chiffre et de pousser des choses parfois à l'extrême. Donc je pense que ce n'est pas trop mal d'avoir des cadres réglementaires. Évidemment, c'est où on met le curseur. Alors je prends un exemple précis de cas positif. Qui est je pense que comme consommateur, on connaît tous cette expérience. Je reçois une offre qui n'est pas appropriée, qui n'est pas personnalisée, et on se dit tous, mais moi j'aimerais recevoir des offres qui ont de la valeur ajoutée pour moi. Oui, mais en tant que citoyen, jusqu'à quel point êtes-vous d'accord de partager vos datas pour qu'on puisse les exploiter, mais à votre avantage? Donc une façon positive, par exemple, d'exploiter la data, c'est de se dire, on identifie un besoin sur le marché. Je prends un exemple, vous avez les médecins, les jeunes étudiants qui arrivent et qui veulent ouvrir leur cabinet et qui n'ont peut-être pas les moyens, ils ont probablement des besoins très spécifiques, très particuliers. Donc si on arrive à les isoler dans un segment de clientèle et via la data, et de voir quel est leur besoin particulier, je pense que la banque peut s'adresser, par exemple, c'est vraiment un exemple, à cette tranche de socio-professionnels en disant, vous sortez des études de médecine,
peut-être vous n'avez pas tous des clients, des parents qui sont hyper riches et qui peuvent vous offrir directement votre cabinet. Donc peut-être avez-vous des besoins de financement particuliers. Mais là, tu es toujours dans le one-to-many. Si tu veux faire du one-to-one, il faut savoir si ses parents sont hyper riches ou pas, pour reprendre ton exemple. On est bien Parce que d'accord. sinon, tu vas lui proposer un crédit alors qu'il aura envie d'un placement. Peut-être. Mais donc, c'était un exemple plutôt, parce qu'on est resté très général jusqu'ici, donc j'essaie de rentrer dans des choses un petit peu plus précises. Mais donc, oui, effectivement, donc là, on parle des consentements. Mais dans cette question que tu viens d'évoquer, justement, jusqu'où on est prêt à aller en tant que citoyen, est-ce que c'est quelque chose qu'ING, qui est présent dans différents pays, ressent comme pression de ses clients, comme demande, plus dans certains pays peut-être que d'autres? Je ne sais pas, c'est une question que je te pose. Oui, alors je pense que oui, bien entendu. ING est très attentif à ses besoins. Donc ING, d'abord, est innovant par nature. Hein, c'est dans le DNA de ING. Donc ING en France est une banque en ligne, une banque directe. Donc on travaille également pour les corporates. Donc on a maintenant ING globalement. Et donc la fibre d'ING est innovante. Et dans les valeurs d'ING, il y a effectivement la diversité et l'éthique. Quand vous mettez cela ensemble, ça donne effectivement un vrai souci de servir le client via l'innovation, mais tout en respectant les droits des citoyens. Donc, parce qu'il y a un autre sujet qui n'a pas vraiment été abordé, c'est que là, on parle des banques et de leur business model au niveau, je vais dire, un petit peu ancien, capitaliste, mais on voit vraiment, à mon sens, une évolution vers la banque avec un rôle sociétal. Et donc là, ING, évidemment, est extrêmement attentif au rôle sociétal. Et donc là, évidemment, il faut prendre en compte ce que veut le citoyen en tant que client et le citoyen dans son sens large. Donc le banquier se doit de refléter l'image de ses clients. Et l'image des clients aujourd'hui, c'est un changement de la société. Je suis d'accord d'ouvrir et d'utiliser des nouvelles technologies, mais je n'ai pas envie d'en subir les dérives. De même, si les femmes vont investir, comment on s'adresse aux femmes en tant qu'investisseurs? Donc ce sont des sujets qu'ING regarde globalement dans tous ces pays. Et oui, on est très bien confronté à ça. Je voudrais aussi rajouter qu'il y a 2-3 choses qui m'étonnent. Mon background personnel n'est pas uniquement banquière spécialisée dans l'IT et la data, mais j'ai fait beaucoup de compliance. Et donc, j'entends et j'écoute avec beaucoup d'attention tous ces débats autour du RGPD notamment. Et donc, ça m'amuse un petit peu parce qu'en fait, le Data Protection Act, il est très ancien. Et en fait, j'ai déjà beaucoup travaillé sur ces sujets-là dans mon passé. À l'époque, j'étais chez BNP et on travaillait au partage des données de façon éthique. Qui a accès à quelles données? Est-ce que c'est bien normal qu'un employé puisse voir le salaire de tous ses collègues, par exemple, ou ce que gagne son voisin? Enfin, je prends des exemples de la vie de tous les jours pour que ça vous parle. Donc, on a beaucoup travaillé à ça, mais il y avait peu d'écoute. Et en fait, la raison pour laquelle il y avait peu d'écoute, c'est qu'il n'y avait aucune conséquence, à part la réputation ou le damage qu'on pouvait faire à la personne. Et donc, ce qui est intéressant depuis la RGPD, c'est qu'en fait, on y a associé des sanctions. 4% de votre turnover, c'est énorme. Donc, c'est vraiment. Il y a plus d'attention tout d'un coup. Oui, c'est l'épée de Damoclès. Et tout à coup, c'est un sujet extrêmement intéressant. Tout le monde s'est mis en conformité. Mais le Data Protection Act, il existait déjà avant. Donc, en fait, au niveau de l'esprit de la loi, il y avait un vrai esprit qui était de protéger la donnée personnelle et de protéger le citoyen. Et en fait, personne n'a mordu jusqu'à ce qu'on dise attention, si vous ne le faites pas, on va vous punir. Et donc, moi, en tant qu'Européenne également, je pense que le RGPD a aussi une dimension économique qui vise à protéger les sociétés européennes, puisqu'elle est quand même applicable hors d'Europe pour tous les data subjects qui sont en Europe. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des exagérations, un petit peu de schizophrénie, on se fait peur, on doit montrer patte blanche sur chaque sujet, etc. Donc, peut-être de temps en temps, on fait de l'overacting, mais l'esprit de la loi, pour moi, il est positif au départ, il est noble. Quand j'entends différentes choses, dont certaines qu'on a parlé en off avec Frédéric, j'y reviendrai tout à l'heure, mais j'ai l'impression que finalement, il y a 10 ou 15 ans, la data, enfin beaucoup de big tech et startups ont utilisé la data beaucoup, quand il n'y avait pas encore ni les Bridge Analytica, ni la prise de conscience qu'il y a peut-être aujourd'hui. Vous n'étiez pas très prêt à l'utiliser. Maintenant, vous y allez, vous investissez dans la data, etc. Mais c'est peut-être la société et les citoyens qui disent en fait, on ne veut plus tellement qu'on l'utilise. Enfin, c'est trop tard. Je sais pas, Frédéric, tu me disais, toi, qu'en fait, tu avais un avis sur la question hier. Enfin, il était tard, je sais, mais... Non, mais je pense que tu fais très bien le rôle d'avocat du diable.
Ouais, moi, je pense que dans les banques, on est. Les caisses d'épargne, elles ont 200 ans, les banques populaires 100. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on vit, mais Un peu plus de 100 ans. voilà, on a construit de la confiance avec nos clients et c'est un des premiers, une des premières valeurs. Donc les données que nos clients nous confient, ou demain, quand on va leur demander leur consentement pour utiliser les données, il faut qu'on soit très précautionneux avec ça, quoi. T'as pas le droit à l'erreur, en fait. Non, il faut qu'on soit très respectueux et très éthique dans les traitements qu'on fait. Ça veut dire non seulement respecter les lois, mais aussi respecter la soft law, hein, parce que, comme vous le dites tous, ça vous amuse pas de recevoir un email qui vous... voilà, donc c'est ces choses-là qu'il faut respecter. Et puis, il faut aussi protéger les données qui nous donnent. Donc, comme tu le disais, vis-à-vis des collaborateurs. Quand on construit un data lake et tout, ce qui prend le plus de temps, c'est pas tellement de se protéger de l'extérieur, hein. C'est que quand on met les données, quand on file les données aux data scientists, qu'ils puissent pas aller voir les comptes de leurs petites copines ou comme ça, quoi. C'est ça qui est le plus compliqué quand on fabrique les data lakes, hein. Et c'est des cauchemars. Et donc, voilà, il faut qu'on protège du vol des données qu'on nous a confiées, mais aussi qu'on fasse très attention à l'usage que peuvent en faire les collègues, et puis qu'on fasse des usages éthiques de ça. Et donc, on vit dans un monde assez paradoxal, parce qu'on a de plus en plus de données, et on a de plus en plus de moyens de traiter les données. Et en même temps, avec RGPD, avec le consentement, etc., on va avoir de moins en moins accès à ces données-là. Et moi, je pense qu'il faut qu'on s'apprête à vivre dans un monde où on aura moins de données et où il va falloir qu'on apprenne à mieux les utiliser, quoi. Non, enfin, ouais, on va en avoir moins en pratique, parce qu'on va avoir accès à plus de données, mais moins de données. Il va falloir qu'on apprenne à beaucoup mieux les utiliser. Parce que quand il y a RGPD, on ne fait pas n'importe quoi. Quand les cookies, enfin, quand même, l'industrie de la publicité, c'est quand même une grosse industrie de la surveillance, quoi. Voilà, c'est juste monstrueux, quoi. Quand on y pense, moi, je ne serais pas étonné qu'un des GAFA il vienne à être démantelé, un de ces quatre, quoi. Est-ce que c'est normal que, parce qu'on fait des revenus de dingue sur le cloud, on finance toute une activité de e-commerce qui détruit les commerces de partout, quoi. Donc à un moment, il y a une industrie de la pub, etc., qui est fondée sur la surveillance des gens, etc. Moi, je pense que c'est des vraies bonnes questions de se poser si on veut ça doit continuer ou pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'apprête à vivre dans un monde où il y aura moins de cookies, moins de traces. Il faudra qu'on sache beaucoup mieux les utiliser. Et ça va nous forcer à être beaucoup plus malin avec les données qu'on a pour les utiliser au mieux. Et le plus super pertinemment. Ce que le citoyen est prêt à donner en échange d'un service, en fait. Ce que tu entends dire, c'est Alors, que la ligne va se déplacer. Exactement. Aussi. Donc, je pense que les banquiers sont hyper conscients de ça. En plus, bon, on en a parlé. Les modèles sont assez challengés. Donc, on est en termes hyper savants, on appelle ça les offres ancillaires, quoi. On est tous tentés de distribuer des produits à côté de ce qu'on fait. Je sais pas, par exemple, quand il y a personne autour de la table, mais il y en a qui vendent de la surveillance de la maison quand ils vendent une assurance ou un crédit immobilier. Ou ils vendent un téléphone, ou ils vendent une voiture. Ou ils vendent un téléphone. Et donc ça, c'est des services où il faut qu'on demande l'autorisation à nos clients pour pouvoir utiliser ça. Et puis il y a une autre aussi, je pense, une autre mythologie avec laquelle là, il faut être clair, c'est les données de paiement. Donc tu dis qu'on n'a pas beaucoup de données par rapport au GAFA. Moi, quand je vois que Google, ils veulent faire Google Pay pour savoir finalement ce que les gens ont acheté et chez qui ils ont acheté, c'est bien qu'ils veulent rajouter de la valeur grâce aux données de paiement, aux données publicitaires. Parce que c'est pas pareil de savoir que quelqu'un il est allé sur le site d'un équipementier sportif et que quelqu'un a dépensé de l'argent là-bas. Et nous, alors nous, on n'a pas le share of wallet, nous, on a le wallet. Mais quand on est banquier, ces données de paiement, on n'a pas le droit de les décortiquer et après de les rémunérer, de revendre cette information. N'empêche que toi, par contre, tes données par différentes lois, dont PSD2,
d'autres acteurs peuvent y accéder, en tout cas à une certaine partie. Par contre, si tu as envie d'accéder aux données de ce que j'ai fait chez Amazon hier, tu ne peux pas vraiment. Alors, il y a une loi, effectivement, la DSP2, la directive sur les services de paiement 2. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette loi, il y a deux paquets importants dedans. Il y en a un premier qui est l'accès aux données par les clients, et en gros ça oblige toutes les banques à développer un système d'authentification forte à l'accès à la banque à distance, qui est un challenge technologique, moi je pense, assez formidable pour tout le monde. Les impôts par exemple ne le font pas. Voilà, donc c'est quand même un gros challenge. Et puis il y a un deuxième sujet qui est l'ouverture des données. Alors moi, ça fait presque 10 ans que je bosse sur ces sujets d'open data, d'open API et d'ouverture des données. Et moi, je suis intimement persuadé que la circulation des données, ça développe le business. Donc, si elle est bien faite, j'ai pas de souci avec ça. Le truc, c'est qu'il faut protéger les données des clients quand elles sont ouvertes. Donc ça, c'est pour ça que moi, j'appelle de tous mes voeux l'usage des API plutôt que le scrapping. Parce que quand on ouvre les API, on sait les données qu'on ouvre, alors que le scrapping, on va tout fouiller, et le client, in fine, il ne sait pas qu'est-ce qui est fait avec ces données. Donc je pense que ça pose des bonnes questions. Et puis par ailleurs, c'est le côté un peu techos qui ressort, les API, c'est des bonnes choses, et moi j'invite tout le monde à construire ces systèmes d'information autour des API. Donc moi je trouve que DSP2, c'est vraiment le début de l'ouverture dans l'industrie financière. Ça va continuer, et je pense que c'est juste quelque chose qui tardait beaucoup. Et maintenant ça commence, donc je pense que ça va continuer, et je pense que ça va amener beaucoup d'opportunités de business. Claire, je voulais finir avec toi, mais si tu reprends le micro, je te repasserai, Sébastien. Mais tout à l'heure, tu parlais justement des big tech, tu avais évoqué Datalek. J'avais la même question en fait, vis-à-vis de toi. Est-ce que tu penses qu'il y a un level playing field aujourd'hui à rediscuter, à débattre sur justement les données, puisque vous, en tant que banquier, vous pourriez être intéressé à accéder aussi à des données de type d'autres acteurs. Ça peut pas forcément les big tech d'ailleurs, un retailer, tout simplement, savoir ce que j'ai acheté à la Fnac ou chez Carrefour. Alors que s'ils le souhaitent dans certains cas d'usage bien précis, avec évidemment les barrières qui vont bien, ils peuvent accéder à des données bancaires aujourd'hui, parce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de level playing field ou pas forcément? Je sais qu'il y a certains banquiers qui posent la question aujourd'hui d'avoir un sujet de données du consommateur global, pas parler juste de données de la finance, mais que finalement tout le monde puisse, avec le consentement du consommateur, accéder à toutes les données de X et Y et Z pour pouvoir travailler et toi faire un scoring en connaissant mieux ce que j'ai fait hier, par exemple. Je pense qu'effectivement, il faut avoir un débat. Il faut avoir un débat sur ce sujet. Je vais en parler rapidement, et puis je vais donner ma conviction, qui finalement est comme moi, très pragmatique. Mais je pense qu'il faut avoir un débat. Après, les banques, elles ne sont pas dans le business de l'ADS. Elles ne le seront jamais. Effectivement, c'est ce que tu disais. Notre business, c'est la confiance, le tiers de confiance. C'est ça notre ADN. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Franchement, c'est dur à dire, parce qu'en Chine, on voit bien qu'ils sont en train de construire des modèles de social scoring. En France, on vient de voir, on est très risque adverse à tout ce qui est fait en Chine, mais on a quand même vu que là, ils ont fait passer la loi qui a été validée pour utiliser des données des réseaux sociaux dans la prévention de la fraude fiscale. Donc, tu vois, quand ça nous arrange, on le fait, mais quand ça ne nous arrange pas, on se dit qu'on a une bonne conscience et de l'éthique. Aujourd'hui, aux États-Unis, je pense que c'est effectivement le débat des GAFA qui aujourd'hui, depuis quelques années, à US Congress, et tu peux voir comment ils réagissent assez agressivement, mais c'est des mouvements de lobby profonds. Et au final, je pense que franchement, c'est pas un problème technologique, ça sera des combats géopolitiques entre des grandes plaques US-Asie, et très sincèrement, là, je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question. Hein. L'Europe doit développer du software souverain européen, doit s'équiper de son propre cloud, doit faire ses démarches dans les prochaines années. Je suis assez comme Nicolas, où en gros, tu vois, si nous, on ne joue pas dans la partie, si les banques, elles ne fournissent pas ce financement, autant qu'elles le fournissent sur le climat, sur la transformation, etc., on ne va pas s'en sortir, quoi. Je veux dire, on sera banqué par les Américains, et on fera des trucs avec du cloud américain, super. Enfin, je veux dire, on aura beau s'acheter une éthique, tu vois. Voilà, donc je pense que les prochaines années ne sont pas faciles, parce que tu vois, le débat théorique qui est l'éthique, qu'est-ce qu'on veut en faire, etc.,
qui est cher en plus à la culture européenne. Et tu le sais, moi j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Angleterre, donc j'ai quand même des environnements multiculturels autour de moi qui parfois, rentrant en France, me surprennent un peu. Ah oui, oui, c'est intéressant, c'est très philosophique quand même, hein, même dans la banque. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a une place pour le débat. Mon conseil pragmatique, c'est que sur le sujet de l'IA et de la data, bon, je pense pas, on n'est pas toujours capable, comme tu le disais, Sébastien, de le faire en 3 mois. Moi, j'aime bien l'histoire de la banque des usages. Je suis sûre que tu vas nous en parler, parce que finalement, c'est un peu la prochaine révolution par rapport à tout ça. Moi, ma conviction, c'est qu'il ne faut pas planifier tellement pour le futur. C'est-à-dire que oui, effectivement, dans tout ce qui est risk management, etc., on sait ce qu'on fait, on sait comment il faut nettoyer, on sait qu'est-ce qu'il faut aller. Je pense qu'après, voilà, faut être assez ciblé sur comment tu génères de la valeur assez efficacement, éthiquement, en te posant les bonnes questions. Mais quelque part, je pense que tu vois, on n'est pas dans la réinvention de la banque il y a 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. Il y a trop de questions qui sont autour de nous pour vraiment te poser des questions métaphysiques. Je crois qu'il faut être assez concret. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans toutes les entreprises, hein, maintenant du CAC 40 ou des FTSE. Je pense que vous avez vu ce chart qui dit la vie d'une entreprise dans ses managements, c'est maintenant 15 ans, parce que les cycles sont tellement agressifs que voilà. Donc, tu vois, je pense que ça pose même des questions fondamentales sur les stratégies et comment tu peux maintenir les stratégies. Et c'était, je pense que certains, médiatiquement, essaient de s'en sortir. J'avais suivi ce débat, j'étais à San Francisco cet été, quand tu avais Diamond qui était sorti dans la presse en disant faut générer autant de valeur pour nos shareholders que pour l'éthique du monde. Tu vois, je pense que voilà, ces débats maturent. Comment ils matureront, on verra bien. Merci beaucoup. Juste un petit mot de conclusion. Je Oui, peux oui, voler chacun. Ok, je fais une OPA sur la conclusion. Alors, trois remarques par rapport au futur et la data. Alors, la première, je crois que c'est Nicolas qui a dit préparez-vous, etc. Je voudrais vous dire que chez ING, nous avons déjà en place un comité d'éthique sur les algorithmes. Parce que, évidemment, je pense que c'est extrêmement important de se réunir, le business, la compliance, l'IT, la data, autour de ces sujets, de regarder ce que l'on va faire dans ces algorithmes, comment on va les utiliser, et de faire le test du newspaper, parce que vous avez la partie juridique, mais vous avez votre réputation, et vous dites, si ça tourne mal, et si je suis dans les journaux demain avec cet algorithme, est-ce que j'ai envie de perdre ma réputation, oui ou non? Donc, est-ce que les banques vont trop loin? Peut-être, mais peut-être pas. La deuxième, c'est, s'il vous plaît, poussez vos filles à aller faire de la data science pour qu'on puisse avoir des femmes dans la techno et dans les data scientists, pour enlever les biais masculins qui sont parfois même totalement inconscients, parce qu'ils sont présents dans les algorithmes aujourd'hui. Et la troisième, c'est qu'on parle de FinTech, puisque c'est quand même aujourd'hui le panel. Moi, je crois très fort à Fin for Tech et à Tech for Fin, parce qu'effectivement, les partenariats doivent avancer et que je pense que les banques ont besoin des FinTech et les FinTech ont besoin des banques pour le financement. Voilà. Un grand merci. Ça me permet d'ailleurs, effectivement, on aurait pu passer beaucoup plus de temps ensemble, mais les 4 banques qui sont ici, vous le savez, parce que vous êtes plutôt des acteurs avertis de ce sujet, travaillent toutes avec beaucoup d'acteurs de la FinTech. Ça fait la presse, on le voit. Tu as parlé de l'annonce Budget Insight, il y a Yolt, en l'occurrence chez toi. Il y a eu des annonces récentes, tout à fait, des annonces récentes sur le sujet. Et il n'y a pas que des agrégateurs, des FinTech dans la banque, dans le paiement de détail et même dans d'autres sujets, dans l'intelligence artificielle, et pas forcément que en rachat, en partenariat aussi. Enfin, on a entre autres 4 acteurs ici qui travaillent plutôt de manière très active. On a d'autres occasions, à d'autres panels d'en parler. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on est très en retard. Je voulais juste conclure en rebondissant sur un petit sujet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à regarder, parce qu'on a parlé de la CNIL, on a fait donc le 10 décembre, vous aurez la matinée sur la confiance des Français dans le numérique. Ce qui en ressort, c'est que les gens utilisent massivement Internet, mais seulement 40%, et ça stagne depuis des années, ont confiance. Donc en gros, c'est les utilisateurs avertis, hein, ils y vont parce qu'ils ont un service. Mais un peu plus dans les banques. Un peu plus dans les banques, mais justement, par contre, dans les acteurs où ils ont confiance, au numéro 2, je crois, on disait, c'est ça, c'est les banques. Donc les banques arrivent juste derrière. Si tu me permets juste de rebondir là-dessus, Laurent, pour ma conclusion en 2 chiffres. Il y a un grand cabinet de conseil qui pose la même question depuis maintenant 10 ans. Enfin, les 2 mêmes questions. La première, c'est à qui vous souhaiteriez-vous confier vos données en priorité? Le score est inchangé depuis 2010, la banque, à 85%. Et la deuxième, c'est accepteriez-vous de donner plus de données aux partenaires en question, à la banque? Là, c'est assez intéressant. En 2012, 85% des clients français voulaient en donner plus à leur banque. C'est descendu jusqu'en 2018, chaque année, jusqu'à tomber à 45%. Et pour la première fois en 2019, le score remonte de 10 points. Donc, ce qui prouve que la techno, quelque part, repousse les frontières du possible. Elle ne gère pas la frontière de l'acceptable, mais en prenant du temps, l'acceptable va avancer.
Et bah pour terminer là-dessus, je te dirais que moi, il y a quand même quelque chose qui m'interroge, c'est qu'il y a 40 ans, quand Valéry Giscard d'Estaing a proposé le projet Safari pour juste lier un numéro de sécu avec des données extérieures, 2 millions de personnes dans la rue, la CNIL est créée, l'ancêtre du RGPD. Et aujourd'hui, pour suivre pour traquer au niveau fiscal, on pourra savoir ce que vous avez raconté sur les réseaux sociaux de manière complètement analytique. C'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, et ça n'a pas mis plus de 2 personnes dans la rue. Donc la société évolue, comme tu le dis, il faut peut-être regarder dans quel sens. Merci à tous. C'est la pause. Merci, Laurent. On se retrouve dans 20 minutes.